la recherche. Et cette recherche est rendue possible d'abord parce qu'il y a de grandes institutions qui permettent de la financer. Je pense, par exemple, bon, pas pour le projet de Claire Zal, qui est un projet CNRS, mais je pense par exemple à toutes les bourses de recherche que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a données ces 20 dernières années, mais aussi parce que le temps passant, il y a beaucoup d'archives qui ont été mises au jour et qui sont aujourd'hui consultables. Et nous nous dirigeons vers Paris et Judac FM et nos amis donc avec Eva Soto ce matin. Bonjour Eva, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Cathy, bonjour Olivier, ravi de vous retrouver ce matin. Nous recevons donc ensemble l'historienne Annette Wiewiórka, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle, à l'occasion de ce Yom HaShoah. Annette Wiewiórka, bonjour, vous êtes avec nous? Mais oui, je suis avec vous, oui. Ok. Bonjour Annette Wiewiórka, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En Israël, la Knesset a tranché en 51 pour que Yom HaShoah se tienne le 27 Nissan, soit 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il passé entre 45 et 51 concernant la Shoah et sa mémoire en Israël? Dans un premier temps, il y a eu comme une mise à distance de la Shoah, une mise à distance des survivants, probablement parce que la priorité était de construire l'État, que, comme chacun sait, la naissance de l'État d'Israël, après sa proclamation en mai 48, il y a eu une guerre, la guerre d'indépendance, dans laquelle d'ailleurs de nombreux survivants se sont battus et ont trouvé la mort. Et il a fallu une sorte de temps pour que on célèbre non pas la Shoah, mais la Shoah et les héros. Et dans un premier temps, c'était l'héroïsme des combattants des ghettos, notamment ceux de l'insurrection de Varsovie que nous avons célébré il y a 2 jours, du ghetto de Wilno, qui était mis en avant. Et la mise en lumière de ce qu'avait été vraiment la Shoah, notamment pour ceux qui ont survécu, ça a été avec le procès d'Adolf Eichmann en 1961. Avant, d'ailleurs, la célébration se faisait au kibboutz des combattants du ghetto, pas très loin de Akko, de Saint-Jean d'Acre, où il y a d'ailleurs toujours des célébrations. Il y a une sorte de grand amphithéâtre en plein air. Et il a fallu attendre pour que soit construit Yad Vashem et pour que la cérémonie nationale israélienne se tienne à Yad Vashem. Ok, alors on sait que cette prise de conscience, ce changement a été en partie dû à Ben Gurion. J'ai envie de dire que c'est paradoxal, parce que la mise à distance de la Shoah, avec cette idée qu'il n'y avait aucune leçon à tirer de ce qu'avait été la vie en galoute, en diaspora, c'est aussi Ben Gurion. C'est-à-dire que le procès, l'enlèvement par le Mossad d'Adolf Eichmann et son procès, c'est effectivement une volonté politique de Ben Gurion. Donc, il faut respecter un peu les temporalités et se dire que 1948 n'est plus 1961. En 1961, il y a un contexte politique qui rend possible et peut-être même nécessaire de montrer à la fois que Israël
est le lieu de la défense des Juifs et que Israël est capable de faire la justice pour ceux qui ont été les responsables de la Shoah, mais il y a aussi d'autres impératifs qui sont la création d'une unité nationale autour d'un récit national, alors que la composition de la population d'Israël bouge et qu'il y a de plus en plus de sabras, c'est-à-dire de jeunes gens qui sont nés en Israël et qui n'ont pas connu directement la destinée des Juifs européens, et qu'il y a une population aussi de Juifs qui font leur rallia en provenance des pays, disons pour aller vite, du bassin de la Méditerranée. Alors il y a un autre sujet à cette époque qui a fait beaucoup de bruit en Israël, c'est toute l'affaire des indemnités de l'Allemagne aux rescapés de la Shoah. Et là aussi, on a vu un grand débat qui s'est ouvert, à savoir que certains s'opposaient totalement au fait que les Allemands puissent verser des sommes, des indemnités aux personnes qui étaient rescapées de la Shoah, et de l'autre côté, il y avait des personnes qui, pensaient qu'il fallait que les Allemands payent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, très, très rapidement. Il y a eu une négociation extrêmement étrange, finalement, et disons une innovation en matière diplomatique, puisque la négociation a été entre trois partenaires qui n'existaient pas au moment des fêtes. La République fédérale d'Allemagne, qui a accepté d'hériter de l'histoire du Troisième Reich, l'État d'Israël, qui a été créé en 1948, et une Umbrella Organization, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une organisation qui rassemblait les plus grandes organisations juives dans le monde, sous la houlette de Nahum Goldman, le créateur du Congrès juif mondial, et qui s'est appelée la Claims, l'organisation pour les réparations. Et a été signé le traité du Luxembourg entre ces trois organismes, qui a prévu des réparations pour l'État d'Israël, avec une sorte de calcul un peu compliqué, qui était le coût, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qu'avait été l'absorption des immigrants juifs d'Allemagne, qui a prévu des réparations individuelles, et ces réparations, c'est aussi des conditions un peu compliquées, et qui a permis aussi, par le biais de la Claims, de donner de l'argent pour la reconstruction quand c'était possible, des communautés juives. Le mémorial de la Shoah, qui s'appelait Tombeau du martyr juif inconnu, a pu être érigé grâce à l'argent de ces réparations. Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a eu un débat d'une violence considérable, principalement entre, disons, les sionistes travaillistes Ben Gourion, ceux qui ont construit l'État et qui sont restés aux affaires jusqu'aux années 70, et ceux qu'on appelle, alors je fais attention quand on utilise les mots, les sionistes révisionnistes, ça n'a rien à voir avec le révisionnisme, bien évidemment, qui est le courant de Begin. Et le courant Begin était vent debout contre l'idée des réparations. Si on regarde d'un point de vue politique, on s'aperçoit que c'est la position de Ben Gourion qui a permis le développement économique de l'État d'Israël, et parce que l'argent des réparations et les échanges commerciaux qu'elle a permis avec la République fédérale d'Allemagne ont été déterminants. Oui, c'est ça qui est... Annette Vieviorka, il y a deux figures juives dans le souvenir de la Shoah, le héros et le martyr. Quel est l'angle mort de ce récit mémoriel ?
il y a un récit mémoriel, il y a aussi un récit historique. Le récit historique tient trois... Le récit historique, mais c'est aussi un récit que l'on voit, par exemple, dans le grand film Shoah de Lanzmann. Le récit historique rajoute un troisième que les Anglais appellent les bystanders, les témoins, qui sont à la fois les populations des pays où s'est déroulée la destruction des Juifs, mais aussi les autres puissances, les pays neutres et le rôle ou le non-rôle des Alliés. C'est pas un angle mort parce que au procès d'Adolf Eichmann, ces éléments étaient excessivement présents. Annette, est-ce que aujourd'hui, de quelle manière les historiens continuent à perpétuer cette mémoire? C'est-à-dire quel est l'angle aujourd'hui qui est utilisé en 2020 par les historiens pour continuer justement ce travail du souvenir? Écoutez, il y a une extraordinaire vitalité de la recherche historique, avec plusieurs tendances. On s'intéresse, par exemple, beaucoup aujourd'hui à la photo, aux photos. C'était là, effectivement, un angle un peu mort. On s'intéresse à des histoires locales, à la micro-histoire. Il y a plusieurs projets qui sont en route. Là, je pense au projet français qui est piloté par ma collègue Claire Zalk sur Lou Bartof. Donc il y a une extraordinaire vivacité. Enfin, oui, la recherche. Et cette recherche est rendue possible d'abord parce qu'il y a de grandes institutions qui permettent de la financer. Je pense, par exemple, pas pour le projet de Claire Zalk, qui est un projet CNRS, mais je pense par exemple à toutes les bourses de recherche que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a données ces 20 dernières années, mais aussi parce que le temps passant, il y a beaucoup d'archives qui ont été mises au jour et qui sont aujourd'hui consultables. Alors, ce que j'espère, parce que on est, tout le monde le sait, nous sommes tous confinés. Nous parlons des difficultés futures qu'il y aura à voyager de par le monde. La recherche sur la Shoah, elle est par essence transnationale, avec de grands pôles qui sont bien évidemment Yad Vashem à Jérusalem, qui sont les États-Unis, qui sont l'Allemagne, et beaucoup de recherches dans des conditions politiques difficiles se déroulent en Pologne. Et j'espère que cette recherche pourra continuer, que les institutions mettront de l'argent dans cette recherche et que les possibilités d'aller consulter des archives dans différents pays, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, des chercheurs se rendant en colloque à Yad Vashem, tout cela sera possible. Très bien. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Annette Viorka d'avoir été avec nous. Vous me laissez encore une parole. Oui, allez-y. J'aurais voulu qu'on ait aujourd'hui une pensée pour les survivants qui nous ont quittés depuis le dernier Yom HaShoah, et puis une pensée aussi pour ceux qui ont été enfants cachés, donc confinés pendant la guerre, et qui revivent maintenant qu'ils sont pour la plupart octogénaires, une autre forme de confinement. Oui. On en parle d'ailleurs beaucoup ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Studio Kalita. Merci Annette Viorka. Merci Eva, à demain. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.